Moussa, arrêtez. Ce que vous me dites là, c'est impossible. Mon père est mort il y a 8 mois. Personne ne connaît ses derniers mots. Personne. Je sais, docteur. Mais là-haut, pendant ces 7 minutes où mon cœur ne battait plus, j'ai rencontré votre père. Il m'a donné un message pour vous. Dis à mon fils que je suis fière de lui. Qu'il arrête de se sentir coupable. Je ne souffrais plus à la fin. J'étais en paix. Comment un simple chauffeur de taxi, cliniquement mort pendant 7 minutes, peut-il connaître les derniers mots d'un homme décédé il y a 8 mois? Ce que Moussa a vu de l'autre côté va détruire tout ce que vous croyez savoir sur la mort. Mais pour comprendre comment Moussa a pu recevoir ce message impossible, il faut revenir 3 heures plus tôt, au moment où tout a basculé. Ce matin-là, Moussa se réveille comme tous les matins depuis 10 ans, à 5h30 précise, avant même que le soleil ne se lève sur Dakar. Il embrasse Fatou, qui dort encore, enfile sa chemise bleue délavée par les lavages et sort dans la fraîcheur de l'aube sénégalaise. Son taxi jaune et noir l'attend devant la maison. Un vieux Peugeot 504 qui a parcouru plus de 400 000 km. « Mon fidèle compagnon », dit-il toujours, en caressant le capot avant de démarrer. Ce jour-là est un mercredi ordinaire. Moussa dépose 3 clients avant 8 heures. Un vendeur de poissons qui sent le tiof frais, une étudiante qui révise ses cours à voix haute sur la banquette arrière, un vieil homme qui lui raconte ses souvenirs de l'indépendance. Vers 9h15, Moussa s'arrête au coin de l'avenue Blaise Diagne pour prendre une femme qui agite frénétiquement la main. Elle est élégante, tailleur professionnel, valise à roulettes. « Aéroport, vite s'il vous plaît, mon vol décolle dans 1 heure !» Moussa acquiesce. Il connaît le chemin par cœur. 40 minutes en temps normal, 25 s'il évite les embouteillages du centre-ville. La circulation est fluide ce matin. Moussa roule à bonne vitesse, respectant les feux, doublant les cars rapides bondés de passagers. Sa cliente pianote nerveusement sur son téléphone. « Plus vite s'il vous plaît !» Au grand carrefour de la Corniche, le feu passe au vert. Moussa appuie sur l'accélérateur. Le moteur ronronne. La radio diffuse du mbalax, cette musique sénégalaise que Moussa adore. Mais à sa gauche, invisible derrière un autobus, un énorme camion citerne transportant du carburant grille le feu rouge à pleine vitesse. Moussa ne le voit qu'au dernier instant. Une fraction de seconde, juste le temps d'apercevoir la masse métallique foncer sur lui. Pas le temps de freiner, pas le temps de crier. L'impact est d'une violence inouïe. Le choc projette le taxi comme un jouet. Le métal se froisse dans un crissement déchirant. L'airbag se déploie brutalement contre le visage de Moussa. Puis, le silence. Un silence étrange, cotonneux, comme si le monde s'était mis en pause. Moussa ne sent plus rien. Il n'entend plus rien. Il flotte dans une sorte de brouillard gris, où plus rien n'a d'importance. Dehors, c'est le chaos. Des dizaines de personnes accourent, des cris, des pleurs. Quelqu'un appelle les pompiers. La cliente de Moussa est sortie du taxi, choquée, mais indemne. Elle hurle en regardant le conducteur affaissé sur son volant. « Il ne bouge plus, il ne bouge plus !» Le sang coule du front de Moussa. Sa tête pend mollement sur le côté. Sa poitrine ne se soulève pas. Les pompiers arrivent en 7 minutes. Une éternité pour les témoins. Ils découpent la portière à la scie hydraulique. Les gestes sont précis, professionnels, mais l'urgence se lit dans leurs yeux. Pouls faible, respiration absente, on y va. Ils extraient Moussa avec précaution. Son corps est inerte, comme une poupée de chiffon. Un masque à oxygène est plaqué sur son visage. Le massage cardiaque commence immédiatement. Dans l'ambulance qui fonce vers l'hôpital principal de Dakar, sirène hurlante, un pompier compte à voix haute en compressant la poitrine de Moussa. 1, 2, 3, 4. À l'hôpital, l'équipe du docteur Ndiaye attend déjà. Urgentiste depuis 20 ans, il a vu des milliers de cas graves, mais quand Moussa arrive, son visage se crispe. Préparez la réanimation, adrénaline, défibrillateur. On installe Moussa sur la table. Les électrodes sont collées sur sa poitrine. Le moniteur cardiaque émet un son continu et plat. Une ligne droite. Aucune activité cardiaque. Choc électrique, dégagé. Le corps de Moussa se soulève violemment sous la décharge.
retombe. La ligne reste plate. Encore 200 joules. Nouveau choc. Toujours rien. Le docteur Ndiaye regarde sa montre. 4 minutes sans battement cardiaque. Adrénaline, on ne lâche rien. Dans la salle d'attente, Fatou vient d'arriver en courant, prévenue par la police. Elle tient à peine debout. Son ami Ibrahima la soutient. « Où est-il ? Où est mon mari ?» Une infirmière l'empêche d'entrer. « Mesdames, ils font tout leur possible. » Fatou s'effondre sur une chaise en plastique bleu. Ses mains tremblent. Elle serre convulsivement son téléphone. Des larmes coulent sans bruit sur ses joues. Dans la salle de réanimation, 5 minutes se sont écoulées. Encore un choc! Le corps de Moussa tressaute. Le moniteur émet toujours ce son mortel, cette ligne plate qui signifie l'absence de vie. 6 minutes. « Docteur !» murmure une infirmière. « Non, on continue !» 7 minutes maintenant. 7 minutes sans battement cardiaque. 7 minutes sans oxygène au cerveau. 7 minutes pendant lesquelles Moussa est cliniquement mort. Mais ce que personne ne sait dans cette salle, c'est que pendant ces 7 minutes terrifiantes, Moussa vit l'expérience la plus extraordinaire de son existence. Likez maintenant et abonnez-vous. Il vient de mourir, mais ce n'est que le début de son histoire incroyable. Au moment précis où le moniteur cardiaque affiche cette ligne plate, Moussa ressent quelque chose d'étrange, une sensation de légèreté absolue, comme si quelqu'un défaisait un à un les liens qui l'attachaient à son corps. Et soudain, il flotte. Moussa se retrouve au plafond de la salle de réanimation. Il se voit lui-même, allongé en bas, entouré de médecins et d'infirmières qui s'agitent frénétiquement autour de son corps inerte. « C'est bizarre », pense-t-il, avec un calme déconcertant. « Je suis là-haut et aussi là-bas. » Il observe la scène avec un détachement étrange. Il voit le docteur Ndiaye presser ses mains sur sa poitrine. 1, 2, 3 compressions. Il voit l'infirmière injecter l'adrénaline dans sa perfusion. Il voit son propre visage, gris, sans vie. Mais il ne ressent aucune peur, aucune anxiété. Juste une paix profonde, absolue, qu'il n'a jamais connue de toute sa vie. Sa vision est différente aussi. Il peut voir à 360 degrés, comme s'il avait des yeux tout autour de la tête. Il voit simultanément la salle de réanimation, le couloir derrière la porte, et même Fatou. Elle est dans la salle d'attente, assise sur cette chaise en plastique bleu. Elle pleure. Ibrahima lui tient la main. Moussa voudrait lui dire que tout va bien, qu'il est là, qu'il la voit. Mais quelque chose d'autre attire son attention. Une lumière. Au début, c'est juste un point brillant dans son champ de vision. Puis ce point s'agrandit, devient un tunnel de lumière dorée, chaude, accueillante. Et Moussa ressent une attraction irrésistible vers cette lumière. Il ne décide pas d'y aller. C'est comme si la lumière venait à lui, l'enveloppait, le tirait doucement mais fermement. Le tunnel est magnifique. Les parois semblent faites de lumière vivante qui pulse, vibre, chante presque. Moussa avance, ou plutôt il est attiré, de plus en plus vite. Il ne ressent toujours aucune peur, au contraire. Cette lumière est comme un retour à la maison, comme s'il retrouvait un endroit qu'il a toujours connu mais qu'il avait oublié. Plus il avance, plus la sensation de paix s'intensifie. C'est une paix qui dépasse tout ce qu'il n'a jamais connu. Une paix absolue, totale, comme si tous les soucis, toutes les peurs, toutes les douleurs de sa vie n'avaient jamais existé. Au bout du tunnel, la lumière devient presque aveuglante, et c'est là qu'il les voit. Des présences. Moussa ne saurait pas décrire exactement ce qu'il voit. Ce ne sont pas vraiment des personnes, plutôt des silhouettes de lumière, des formes qui semblent à la fois solides et éthérées. Elles dégagent une sensation de bienveillance absolue. L'une d'elles s'approche. Moussa reconnaît son grand-père, décédé depuis 15 ans, mais c'est lui. Moussa le sait avec une certitude absolue.
même si son grand-père n'a pas vraiment de visage, juste cette présence lumineuse et familière. Grand-père. Il ne parle pas vraiment, les mots ne sortent pas de sa bouche, mais sa pensée est entendue, et son grand-père répond, non pas avec des mots, mais avec des sensations, des impressions directement dans son esprit. Tu n'es pas encore prêt, Moussa. Tu dois retourner. Retourner où? Dans ta vie, tu as encore des choses à faire. Mais avant que Moussa puisse protester, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa vie entière défile devant lui. Ce n'est pas comme un film qu'on regarderait, c'est comme si Moussa revivait simultanément tous les moments de son existence, depuis sa naissance jusqu'à cet accident. Tout, en même temps, chaque instant, chaque choix, chaque parole. Il revoit sa mère le berçant quand il était bébé. Il se revoit enfant, jouant au football dans les rues poussiéreuses de la Médina. Il revoit le jour où il a rencontré Fatou, son sourire timide, ses yeux brillants. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il a vécu, c'est aussi ce que les autres ont ressenti à cause de ses actions. Il ressent la joie de Fatou le jour de leur mariage. Il ressent la fierté de son père quand il a acheté son taxi. Mais il ressent aussi la tristesse de ce client qui l'avait rabroué parce qu'il était de mauvaise humeur. Il ressent la peur de cet enfant à qui il avait crié de s'écarter de la route. Chaque action, chaque conséquence, tout est là, révélé dans une clarté absolue. Moussa alors comprend quelque chose de fondamental. Nous sommes tous connectés. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée envoie des ondes qui touchent les autres. Rien n'est isolé, rien n'est sans conséquence. Et la seule chose qui reste vraiment, la seule chose qui compte, c'est l'amour. L'amour qu'il a donné, l'amour qu'il a reçu. Les moments où il a été gentil, patient, généreux. Ce sont ces moments qui brillent le plus dans cette revue de sa vie. Pas l'argent qu'il a gagné, pas les biens qu'il a accumulés, juste l'amour. La présence lumineuse, son grand-père, communique à nouveau avec lui. Tu vois maintenant, tu comprends, mais tu dois retourner, Moussa. Fatou a besoin de toi. Tes futurs enfants ont besoin de toi. Tu as encore beaucoup à faire. Je ne veux pas partir. C'est tellement beau ici, tellement paisible. Je sais, mais ce n'est pas encore ton moment. Un jour, tu reviendras. Nous t'attendrons. Mais aujourd'hui, tu dois retourner. Moussa hésite. Une partie de lui veut rester dans cette lumière pour toujours, mais une autre partie pense à Fatou, à sa vie, à toutes ces choses qu'il n'a pas encore faites. « Vas-y, dit la présence. N'aie pas peur, la mort n'est qu'un passage, tu le sais maintenant. Quand ton heure viendra vraiment, ce sera exactement comme ça, paisible, beau. Tu n'auras aucune raison d'avoir peur. » Et soudain, Moussa ressent une attraction dans l'autre sens, comme si on le tirait violemment en arrière. Le tunnel défile à l'envers à une vitesse folle. La lumière disparaît. Il revoit la salle de réanimation qui se rapproche, et puis... Bang! Moussa percute son corps avec une violence qui lui coupe le souffle. Littéralement. Une seconde, il flottait dans une paix absolue, entouré de lumière et d'amour. La seconde d'après, il est écrasé par une douleur insupportable qui envahit chaque centimètre de son corps. C'est comme si on l'avait jeté du haut d'un immeuble directement dans une cuve d'acide. Tout fait mal. Sa poitrine est en feu, ses côtes semblent brisées, sa tête pulse d'une douleur lancinante. Ses membres sont lourds comme du plomb. Chaque respiration est une torture. Moussa voudrait hurler, mais il ne peut pas. Sa gorge est bloquée par quelque chose, un tube. Ses poumons brûlent. Son cœur bat de façon chaotique, comme un moteur qui redémarre après des années d'abandon. « On a un rythme! On a un rythme !» La voix du docteur Ndiaye explose dans ses oreilles. Moussa essaie d'ouvrir les yeux, mais la lumière des néants l'aveugle. Tout est flou. Des ombres bougent autour de lui. « Moussa! Moussa, vous m'entendez ?» Il essaye de répondre, mais le tube dans sa gorge l'en empêche. Il tousse. Des mains le maintiennent fermement. « Calmez-vous! Ne bougez pas! Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident très grave. » Accident.
Le mot résonne dans l'esprit brumeux de Moussa. Oui, le camion, le choc, et puis la lumière, son grand-père, cette paix incroyable. Lentement, douloureusement, les images deviennent plus nettes. Il distingue le visage du docteur Ndiaye penché sur lui. L'homme a l'air épuisé et choqué, comme s'il venait de voir un fantôme. « 7 minutes !» murmure le docteur. « Vous étiez parti pendant 7 minutes ! 7 minutes sans battement cardiaque. C'est un miracle. » Moussa essaie à nouveau de parler. Cette fois, une infirmière comprend et retire délicatement le tube de sa gorge. Il tousse violemment, crachant, suffocant. Puis, d'une voix rauque, cassée, il murmure « J'étais là-haut !» Le docteur Ndiaye fronce les sourcils. « Vous délirez, c'est normal après un trauma pareil. Reposez-vous. »« Non !» insiste Moussa avec plus de force. « J'étais là-haut, au plafond. Je vous ai vu. Vous avez dit, préparez l'adrénaline. » Le médecin se fige. Vous ne pouviez pas m'entendre. Vous étiez inconscient, cliniquement mort. Je sais, mais j'étais là-haut. Je vous regardais. Vous portiez un masque vert. Votre blouse avait une tache de café sur la manche gauche. L'infirmière à votre droite, celle avec les lunettes, elle a les mains qui tremblaient quand elle préparait la seringue. Un silence glacé tombe sur la salle. Le docteur Ndiaye regarde sa blouse. Effectivement, il y a une tache de café sur la manche gauche. Une tache qu'il a faite ce matin même en buvant son café trop vite. L'infirmière aux lunettes retire ses mains de la table. Elle tremble encore légèrement. Comment pouvez-vous savoir ça ? Moussa ferme les yeux. La douleur est encore intense, mais il doit leur dire, il doit leur faire comprendre. Parce que je n'étais pas dans mon corps, j'étais au-dessus, je vous voyais tous. Et puis, j'ai vu Fatou. Fatou ? Demande une infirmière. Ma femme, elle était dans la salle d'attente, assise sur une chaise bleue. À côté d'elle, il y avait Ibrahima, mon ami. Il portait une chemise rouge. Il lui tenait la main. Le docteur Ndiaye fait signe à une infirmière. Allez vérifier, immédiatement. L'infirmière sort précipitamment. Quelques secondes plus tard, elle revient, le visage pâle. Docteur, c'est exact. Sa femme est bien dans la salle d'attente, à côté d'un homme en chemise rouge, sur une chaise bleue. Le médecin recule d'un pas. Ses mains tremblent maintenant aussi. Ce n'est pas possible. Vous ne pouviez pas voir la salle d'attente d'ici. C'est de l'autre côté du couloir. Même si vous aviez été conscient. Je sais, murmure Moussa. Mais je l'ai vu. Je les ai vus. J'ai tout vu. À cet instant, la porte s'ouvre brutalement. Fatou entre en courant, Ibrahima sur ses talons. Une infirmière essaie de la retenir, mais elle se dégage et se précipite vers le lit de Moussa. « Moussa !» Elle s'effondre contre lui, sanglotant de façon incontrôlable. Moussa lève péniblement son bras et le passe autour de ses épaules. « Je suis là, ma chérie. Je suis revenue. Ils m'ont dit que tu étais mort. Ils m'ont dit que ton cœur s'était arrêté. C'est vrai, pendant 7 minutes. Mais je devais revenir. Pour toi. » Fatou le serre plus fort, mouillant sa blouse d'hôpital de ses larmes. Ibrahima reste en retrait, essuyant discrètement ses propres yeux. Le docteur Ndiaye observe la scène, complètement dépassé par ce qu'il vient d'entendre. Il a pratiqué la médecine pendant 20 ans. Il a réanimé des dizaines de patients, mais jamais il n'a entendu quelque chose comme ça. Un patient cliniquement mort pendant 7 minutes qui revient avec des détails précis sur ce qui s'est passé pendant sa mort. C'est impossible. Et pourtant... « Moussa, dit-il doucement, il faut que vous vous reposiez maintenant. Nous parlerons plus tard de ce que vous avez vécu. » Mais Moussa secoue la tête. Ses yeux brillent d'une intensité nouvelle. « Docteur, il y a quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai vu et que vous devez savoir. » « Quoi donc ? » Au plafond de cette salle, juste dessus de la lampe d'opération, il y a une tache brune en forme de carte d'Afrique. Tout le monde lève les yeux. Le plafond est à plus de 3 mètres de haut. De là où Moussa est allongé, impossible de voir cette partie du plafond. Le docteur Ndiaye attrape une chaise, monte dessus, se hisse pour regarder, et il devient blanc comme un linge. Là,
Exactement où Moussa l'a décrit, se trouve une tache brune, une fuite d'eau ancienne que personne n'a jamais pris la peine de nettoyer parce qu'elle n'est visible que d'en haut. Une tache en forme de carte d'Afrique. Le médecin redescend lentement de sa chaise, ses jambes tremblent. Comment ? C'est absolument impossible. Moussa le regarde avec une expression de paix profonde. Docteur, je sais que c'est difficile à croire, mais pendant ces 7 minutes, j'étais vraiment là-haut. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, va changer ma vie pour toujours. 3 jours plus tard, Moussa est toujours hospitalisé. Ses blessures physiques guérissent remarquablement vite, trop vite, murmurent les infirmières, mais ce qui fascine vraiment le personnel médical, c'est son histoire. Le docteur Ndiaye entre dans sa chambre avec un calepin et un stylo. Il a passé les 3 derniers jours à vérifier, recouper, analyser chaque détail que Moussa a mentionné. Et il est profondément troublé. Moussa, j'ai besoin qu'on parle sérieusement de ce qui s'est passé pendant les 7 minutes. Moussa se redresse dans son lit. Fatou, assise à ses côtés, comme elle l'a été presque sans interruption depuis l'accident, lui tient la main. « Je suis prêt, docteur. » Le médecin consulte ses notes. « Vous avez mentionné plusieurs choses que vous ne pouviez pas savoir. J'ai tout vérifié, méthodiquement, et je dois avouer que... » Il hésite, cherchant ses mots. « Que je ne comprends pas comment c'est possible. » Il ouvre son calepin. « Première preuve. Vous avez décrit les instruments que nous avons utilisés pendant la réanimation. Le défibrillateur, les seringues, même le type de moniteur cardiaque. Un patient inconscient ne peut pas voir ces choses. Je les ai vus en haut, répète calmement Moussa. Deuxième preuve, vous m'avez cité textuellement. Préparez l'adrénaline. C'est exactement ce que j'ai dit, mot pour mot. J'ai vérifié avec les 3 personnes présentes, elles confirment toutes. Le docteur tourne une page. Troisième preuve, la tache au plafond. Personne dans cet hôpital ne savait qu'elle existait. J'ai interrogé tout le personnel. Certains travaillent ici depuis 15 ans. Aucun ne l'avait jamais remarqué, parce qu'elle n'est visible que si on monte sur une échelle et qu'on regarde précisément à cet endroit. Il lève les yeux vers Moussa. « Comment l'avez-vous vu ?»« Parce que je flottais au plafond, docteur. Je vous ai déjà dit. » Quatrième preuve, continue Ndiaye, ignorant la réponse. Vous avez décrit votre femme dans la salle d'attente avec une précision troublante. La chemise rouge d'Ibrahima, la chaise bleue, même le détail que j'ai vérifié hier avec votre femme. Il se tourne vers Fatou. Madame, vous m'avez confirmé que vous portiez un bracelet ce jour-là, un bracelet que votre mari vous avait offert pour votre anniversaire. Fatou hoche la tête, les yeux pleins de larmes. Moussa nous a dit que vous touchiez ce bracelet, encore et encore, comme un geste nerveux. C'est vrai, murmure Fatou. Je ne m'en rendais même pas compte. Mais oui, je faisais ça. Le docteur Ndiaye referme son calepin avec un soupir. Moussa, j'ai aussi vérifié autre chose. Quelque chose que vous n'avez pas mentionné, mais qui me turlupinait. Il marque une pause. À un moment, pendant la réanimation, l'infirmière Martinez, celle aux lunettes, a fait tomber un instrument, un petit scalpel. Il a roulé sous l'armoire médicale. Elle était gênée, mais n'a rien dit, parce que nous étions concentrés sur vous. Personne d'autre ne l'a remarqué. Il fixe Moussa intensément. Personne, sauf vous. Moussa sourit doucement. Il est tombé à 11h23, exactement. J'ai vu l'horloge au mur. Elle a essayé de le rattraper avec son pied, mais il a glissé trop loin. L'infirmière Martinez, qui vient justement d'entrer pour vérifier les constantes de Moussa, devient pâle comme un linge. Comment ? Je n'ai raconté ça à personne, même pas à ma collègue. Le docteur Ndiaye se passe la main sur le visage. Il a l'air épuisé, comme un homme dont toutes les certitudes scientifiques viennent de s'effondrer. « Il y a autre chose », dit-il d'une voix basse, « quelque chose que je n'ai dit à personne. » Il s'assoit lourdement sur la chaise à côté du lit. Pendant que nous vous réanimions, à la 6e minute exactement, j'ai pensé à abandonner. Dans ma tête, je me suis dit « c'est fini, il est parti ». Mais quelque chose m'a poussé à continuer, une voix intérieure, une intuition. Il relève les yeux vers Moussa. « Vous avez entendu ma pensée, n'est-ce pas ?»
Moussa hoche lentement la tête. Oui, docteur, je l'ai entendu. Et je vous ai supplié de ne pas abandonner. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais j'ai crié dans ma tête « Encore une fois, essayez encore une fois !» Et vous l'avez fait. Le médecin doit s'essuyer les yeux. Cet homme stoïque, qui a vu des centaines de patients mourir, qui s'est blindé contre les émotions, pleure maintenant sans retenue. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez vécu là-haut, Moussa? La paix, docteur, la paix absolue, et la certitude que la mort n'est pas ce que nous croyons. Fatou serre plus fort la main de son mari. Elle aussi pleure, mais ce sont des larmes de gratitude. Il faut que je vous dise quelque chose d'autre, reprend Moussa. Quelque chose que j'ai vu et qui va vous sembler encore plus fou. Le docteur Ndiaye se redresse. Après tout ce que vous venez de me prouver, je suis prêt à tout entendre. Dans la salle d'attente, il y avait une vieille femme, assise dans le coin, près de la fenêtre. Elle portait un boubou violet. Elle priait. « Oui, je me souviens d'elle », intervient Fatou. « Elle était là quand je suis arrivée. » Cette femme attendait des nouvelles de son fils. Il était dans le coma depuis 3 jours, chambre 307. Le docteur Ndiaye sursaute. « Comment savez-vous ça ?»« Parce que je suis allée le voir. »« Vous... quoi ?» Quand je flottais, je n'étais pas limitée à une seule pièce. Je pouvais me déplacer, aller où je voulais, et j'ai été attirée vers cette femme, vers sa douleur. Alors je suis allée voir son fils. Le médecin se lève, agité. Le patient de la 307 ? C'est impossible. Vous ne pouviez pas savoir. Il s'appelle Amadou. Il a 24 ans, accident de moto, traumatisme crânien sévère. Vous avez dit à sa mère qu'il avait 20% de chance de se réveiller. Stop. Le docteur Ndiaye lève la main. Stop. Ces informations sont confidentielles. Personne ne pouvait vous les dire. Personne ne me les a dites, docteur. Je les ai vues. Et je vais vous dire autre chose. Amadou va se réveiller, dans 2 jours, le jeudi matin, vers 6h30. Un silence incrédule emplit la chambre. Vous prédisez maintenant l'avenir ? Non. Je vous rapporte juste ce que j'ai vu, ou senti. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais là-haut, le temps n'existe pas comme ici. Passé, présent, futur, tout est mélangé. Et j'ai vu Amadou se réveiller, sa mère qui pleure de joie, vous qui entrez dans la chambre en courant. Le docteur Ndiaye secoue la tête. C'est trop, Moussa. Je suis médecin, scientifique. J'ai besoin de preuves tangibles, mesurables. Je comprends. Et je vous donne une preuve facile à vérifier. Attendez jusqu'à jeudi. Si Amadou se réveille à 6h30, vous saurez que ce que j'ai vécu était réel. Le médecin ne répond pas. Il regarde Moussa avec un mélange de fascination et de peur. Cet homme ordinaire, ce simple chauffeur de taxi, vient de bouleverser tout ce en quoi il croyait. Il y a autre chose que je dois vous dire, continue Moussa plus doucement. Quelque chose de personnel, docteur. Ndiaye le fixe, soudain nerveux. Votre père, il est décédé il y a 8 mois, cancer du foie. Le médecin blêmit. Comment ? Qui vous a dit ça ? Personne. Je l'ai rencontré, là-haut. Des larmes coulent maintenant librement sur le visage du docteur. Il voulait que je vous transmette un message. Il a dit à mon fils que je suis fière de lui, qu'il arrête de se sentir coupable. Je ne souffrais plus à la fin, j'étais en paix. Le docteur Ndiaye s'effondre sur sa chaise, sanglotant. L'infirmière Martinez lui pose doucement la main sur l'épaule. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, murmure-t-il entre 2 sanglots. Je me sens coupable depuis sa mort. Je suis médecin et je n'ai pas pu le sauver. Je me dis tous les jours que j'aurais dû faire plus, chercher d'autres traitements. Il ne souffre plus, docteur, et il veut que vous arrêtiez de souffrir aussi. Pendant de longues minutes, personne ne parle. Le seul son dans la chambre est celui des pleurs du médecin et le bip régulier du moniteur cardiaque de Moussa. Finalement, le docteur Ndiaye se ressaisit. Il s'essuie les yeux, se lève et regarde Moussa avec une expression nouvelle. Plus de scepticisme, plus de distance professionnelle, juste de l'émerveillement. Je vais surveiller le patient Amadou. Si ce que vous dites se réalise jeudi matin, ça se réalisera. Alors je devrais reconsidérer tout ce que je crois savoir sur la vie et la mort. Moussa sourit. Ce n'est pas si terrible, docteur. En fait, c'est libérateur.
15 jours plus tard, Moussa rentre chez lui. Quand il franchit le seuil de sa petite maison dans le quartier de la Médina, tout lui semble différent. Pas la maison elle-même, elle est exactement comme il l'a laissée. Mais son regard a changé. Il s'arrête dans l'entrée et regarde autour de lui. Le canapé usé que Fatou voulait remplacer. La table en bois que son père a fabriquée de ses mains. Les photos de famille accrochées au mur. Ces objets ordinaires qu'il voyait tous les jours sans vraiment les voir. Maintenant, chacun d'eux lui semble précieux. Sacré presque. « Ça va ?» demande Fatou, inquiète de le voir immobile. Moussa se tourne vers elle et sourit. Un sourire différent de ceux d'avant. Plus profond, plus vrai. « Oui, je réalise juste à quel point j'ai de la chance. » Cette nuit-là, allongé dans leur lit, Moussa ne peut pas dormir. Pas à cause de la douleur, ses côtes guérissent bien, mais parce que son esprit est en ébullition. Il repense à ces 7 minutes, à la lumière, à la paix, à son grand-père, à tout ce qu'il a compris, et il réalise que sa vie ne peut plus être la même. Comment pourrait-elle l'être? Il a vu l'autre côté, il sait maintenant ce qui nous attend. Il sait que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Il sait que l'amour est la seule chose qui compte vraiment. On ne peut pas avoir cette connaissance et continuer à vivre comme avant. Les jours suivants confirment cette transformation. Moussa reprend le volant de son taxi, mais ce n'est plus le même chauffeur. Avant, il était souvent impatient, irritable quand les clients le faisaient attendre. Maintenant, il sourit, il écoute, il prend le temps. Un matin, il prend un vieil homme qui lui raconte ses problèmes de santé pendant tout le trajet. Avant, Moussa aurait fait semblant d'écouter en pensant à autre chose. Maintenant, il écoute vraiment, et à la fin de la course, il refuse de prendre l'argent. « Gardez-le pour vos médicaments, grand-père. » Le vieil homme a les larmes aux yeux. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Une autre fois, une jeune femme monte dans son taxi en pleurant. Elle vient d'apprendre qu'elle a perdu son emploi. Moussa ne se contente pas de la conduire à la destination. Il lui parle, lui dit que tout va s'arranger, que les difficultés sont temporaires, mais que l'espoir est éternel. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» demande-t-elle. Le bouche à oreille se répand rapidement dans Dakar. Il y a ce chauffeur de taxi qui est mort et revenu. Il faut entendre son histoire. Des gens commencent à demander spécifiquement son taxi. Pas pour aller quelque part, mais pour l'entendre parler. Un jour, un homme d'affaires monte dans son taxi. Costume impeccable, attaché case en cuir. « On m'a dit que vous aviez une histoire intéressante », dit-il d'un ton sceptique. Moussa lui raconte tout. L'accident, la mort clinique, la lumière, les êtres lumineux, le retour. L'homme d'affaires écoute en silence. À la fin, ses yeux sont humides. « Ma mère est mourante », confie-t-il. « Cancer en phase terminale. Elle a peur. Je ne sais pas quoi lui dire. » Moussa se gare sur le côté de la route et se retourne vers son passager. « Dites-lui la vérité. Dites-lui qu'elle n'a pas à avoir peur, que de l'autre côté il n'y a que paix et lumière, que ceux qu'elle a aimés l'attendent, que la mort n'est qu'un passage vers quelque chose de magnifique. » L'homme pleure maintenant ouvertement. « Vous en êtes certain ? Aussi certain que je suis vivant en ce moment. J'y étais, je l'ai vu, et c'était beau, tellement beau. » Mais la transformation de Moussa ne se limite pas à son travail. À la maison, il est différent avec Fatou. Plus présent, plus attentif, plus aimant. Un soir, alors qu'ils préparent le dîner ensemble, Fatou s'arrête et le regarde. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Moussa. « Toi, tu es différent. Je veux dire, c'est toujours toi, mais meilleur. » Moussa pose le couteau qu'il tenait et prend les mains de Fatou dans ses siennes. Quand j'étais mort, quand je flottais là-haut, j'ai revu toute notre vie ensemble. Nos premiers regards, notre mariage, nos disputes aussi. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi ? Que je t'aimais, mais que je ne te le montrais pas assez. J'étais toujours pressée, toujours fatiguée, toujours préoccupée par l'argent ou le travail, et j'oubliais l'essentiel. Et il la rapproche de lui. Là-haut, j'ai compris que l'amour est tout ce qui reste vraiment. Tout le reste, l'argent, le travail, les possessions, ça disparaît. Mais l'amour, les moments que nous partageons, la gentillesse que nous offrons, ça c'est éternel. Fatou se blottit contre lui, pleurant doucement. « J'ai eu tellement peur de te perdre. Je sais, moi aussi. Mais maintenant, je sais que même la mort ne pourra pas vraiment nous séparer.
Parce que l'amour transcende tout. Les semaines passent. Moussa continue son travail de chauffeur, mais ce n'est plus juste un gagne-pain, c'est devenu une vocation. Chaque passager est une opportunité d'aider, d'écouter, de partager espoir et réconfort. Un homme déprimé qui pense au suicide, Moussa lui parle pendant 2 heures, lui explique que la vie est précieuse, que les difficultés sont temporaires, que l'espoir existe toujours. Une mère qui vient de perdre son enfant, Moussa pleure avec elle, puis lui raconte ce qu'il a vu, lui assure que son fils est en paix, entouré de lumière et d'amour. Un jeune homme perdu, sans direction dans la vie, Moussa l'encourage à chercher ce qui le passionne vraiment, à ne pas gaspiller sa vie dans la peur ou l'indécision. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que Moussa n'a plus peur. Avant son expérience, il avait peur de tout. Peur de mourir, peur de l'échec, peur de manquer d'argent, peur de perdre ce qu'il avait. Maintenant, ces peurs ont disparu. Oh, il fait toujours attention, il conduit prudemment, il travaille dur. Mais la peur paralysante, cette anxiété constante qui rongeait son quotidien, elle n'est plus là. Parce qu'il sait. Il sait que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Il sait que la mort n'est pas une fin. Il sait que nous sommes tous guidés, aimés, protégés par quelque chose de plus grand que nous. Un soir, Ibrahima vient dîner chez eux. Autour d'un thieboudienne préparé par Fatou, ils discutent. « Tu as vraiment changé, mon frère », dit Ibrahima. « Avant, tu étais toujours stressé. Maintenant, tu es serein. » Moussa sourit. « Parce que j'ai vu ce qui compte vraiment. Et c'est quoi ? L'amour, la gentillesse, la compassion, être présent pour ceux qu'on aime, aider ceux qui souffrent, vivre chaque jour comme s'il était précieux, parce qu'il l'est. » Ibrahima hoche la tête pensivement. « Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose après la mort ? » « Je ne crois pas, Ibrahima. Je sais, je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu n'as plus peur de mourir ? Non, plus du tout. En fait, Moussa marque une pause cherchant ses mots. En fait, je dirais presque que j'ai hâte. Pas maintenant, bien sûr, j'ai encore beaucoup à faire ici. Mais quand mon heure viendra vraiment, je partirai en paix, parce que je sais ce qui m'attend. Et c'est cette certitude, cette paix profonde, que les gens sentent quand ils montent dans son taxi. Moussa n'essaie pas de convaincre, il ne prêche pas. Il partage simplement son expérience avec ceux qui veulent l'entendre. Et beaucoup veulent l'entendre. Parce que dans un monde plein d'incertitudes, de peur, de douleur, le message de Moussa offre quelque chose de rare et précieux. L'espoir. 2 ans ont passé depuis l'accident. Moussa a maintenant 34 ans, mais son visage porte une sagesse qui semble venir de plusieurs vies. Ses yeux brillent d'une lumière intérieure que les gens remarquent immédiatement. Il ne conduit plus son taxi. Oh, il a gardé son vieux Peugeot 504, trop de souvenirs pour s'en séparer, mais sa vie a pris une direction complètement différente. Aujourd'hui, Moussa est ce que certains appellent un accompagnateur de fin de vie, un conseiller spirituel, un messager d'espoir pour ceux qui affrontent la mort. 3 fois par semaine, il se rend à l'hôpital principal de Dakar, le même hôpital où il est mort et revenu. Mais maintenant, il y vient de son plein gré pour aider les autres. Il visite les patients en soins palliatifs, ceux qui n'ont plus que quelques semaines, quelques jours à vivre, ceux qui ont peur, et il leur enlève cette peur. Ce matin, Moussa entre dans la chambre 412. Un homme de 67 ans, Monsieur Diop, est allongé dans son lit. Cancer généralisé. Les médecins lui ont donné 1 semaine, peut-être moins. L'homme est terrifié. Moussa le voit dans ses yeux. « Bonjour, Monsieur Diop », dit doucement Moussa en s'asseyant à côté du lit. « Je m'appelle Moussa. Le docteur m'a dit que vous aimiez peut-être entendre une histoire. » L'homme le regarde avec méfiance. « Une histoire ? Je suis en train de mourir et vous voulez me raconter une histoire ? » « Oui, l'histoire de ma propre mort. » Ça capte l'attention de Monsieur Diop. Moussa lui raconte tout. L'accident, les 7 minutes, la lumière, la paix, le retour. À mesure qu'il parle, il voit la peur dans les yeux du vieil homme se transformer, d'abord en curiosité, puis en espoir, finalement en paix. « Vous dites que ça ne fait pas mal ?» demande-t-il d'une voix tremblante. « Non, monsieur, je vous promets. Quand le moment viendra, vous sentirez juste une grande légèreté, comme si un poids énorme se retirait de vos épaules. Et puis, la lumière.
une lumière plus belle que tout ce que vous avez jamais vu. Et ma femme, celle qui est morte il y a 3 ans, vous croyez qu'elle sera là ? Moussa sourit. Je ne crois pas, monsieur, je sais. Ceux que nous avons aimés nous attendent. Ils sont déjà là, probablement dans cette chambre, en ce moment même, invisibles pour nous, mais bien présents. Des larmes coulent sur les joues du vieil homme. Mais ce ne sont plus des larmes de peur, ce sont des larmes de soulagement. Merci, murmure-t-il. Merci de m'avoir enlevé ma peur. Moussa lui prend la main. Vivez vos derniers jours en paix, monsieur Diop. Dites à votre famille que vous les aimez. Faites la paix avec vos regrets. Et quand le moment viendra, partez sans crainte, parce que quelque chose de magnifique vous attend. 4 jours plus tard, monsieur Diop décède paisiblement, un sourire sur les lèvres. Sa famille dit qu'il est parti sans peur, en paix. C'est la 30e personne que Moussa accompagne ainsi vers la mort. Mais son travail ne s'arrête pas aux mourants, il aide aussi les vivants, les familles en deuil qui ne comprennent pas pourquoi, les gens déprimés qui ont perdu tout espoir, les personnes en quête de sens dans un monde qui semble parfois absurde. À tous, Moussa apporte le même message. La vie est précieuse, l'amour est éternel, la mort n'est qu'un passage. Le docteur Ndiaye est devenu un ami proche. L'expérience de Moussa a profondément changé le médecin aussi. « Tu te souviens d'Amadou ?» demande-t-il un jour alors qu'ils déjeunent ensemble. « Le patient du coma ?»« Bien sûr. Il s'est réveillé exactement comme tu l'avais prédit, le jeudi matin à 6h30. J'étais là, j'ai vu de mes propres yeux. » Le docteur secoue la tête, encore incrédule après tout ce temps. « Ça a changé ma façon de pratiquer la médecine. Maintenant, je ne vois plus mes patients comme juste des corps à réparer. Je vois des êtres complets, corps, esprit, âme. Et je sais que même quand je ne peux plus sauver le corps, je peux encore apporter du réconfort à l'âme. » Moussa sourit. « C'est tout ce qu'on peut faire, docteur, apporter de la lumière dans l'obscurité. » À la maison, la vie de Moussa est remplie de joie. Fatou a donné naissance à une petite fille il y a 6 mois. Ils l'ont appelée Aminata, celle qui est digne de confiance, en Wolof. Quand Moussa tient sa fille dans ses bras, il repense à ces 7 minutes. À ce moment où les êtres de lumière lui ont dit « Tes futurs enfants ont besoin de toi ». Ils avaient raison. Moussa est un père présent, patient, aimant. Il ne laisse jamais le travail ou les stress l'empêcher de profiter de chaque instant avec Aminata et Fatou. Parce qu'il sait, mieux que quiconque, à quel point le temps est précieux. Un soir, alors qu'Aminata dort et que Fatou prépare le dîner, Moussa sort sur leur petit balcon. Le soleil se couche sur Dakar, peignant le ciel de rose et d'or. Il ferme les yeux et respire profondément. Parfois, quand il médite ainsi, il peut presque sentir à nouveau cette présence, cette lumière, cette paix qu'il a connue pendant ces 7 minutes. Ce n'est pas qu'il veuille retourner là-bas, non, sa place est ici, maintenant, avec sa famille, avec ceux qu'il peut aider. Mais savoir que cette lumière existe, que cet amour infini attend de l'autre côté, ça change tout. Ça enlève la peur, ça donne du sens, ça transforme chaque jour ordinaire en quelque chose de sacré. « À quoi tu penses ?» demande Fatou en le rejoignant sur le balcon. « À nous, à la vie, à tout le chemin parcouru depuis l'accident. » Elle se blottit contre lui. « Tu as des regrets ? Des regrets ? Non. Comment pourrais-je avoir des regrets ? Cet accident m'a donné la plus grande leçon de ma vie. » Laquelle ? Moussa la regarde dans les yeux, son visage rayonnant de cette paix qu'il porte désormais toujours en lui. Que la mort n'existe pas vraiment, c'est juste un passage, une transformation, comme une chenille qui devient papillon. Il fait une pause, cherchant les bons mots. Nous passons notre vie à avoir peur de la mort, à l'éviter, à refuser d'en parler. Mais si nous savions vraiment ce qui nous attend, nous ne gaspillerions plus une seule minute à avoir peur. Et on ferait quoi à la place ? On aimerait, on vivrait pleinement, on serait gentil, on se pardonnerait, on profiterait de chaque instant. Parce que ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, c'est sa profondeur. C'est l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Fatou l'embrasse doucement. Je suis tellement reconnaissante qu'il t'ait renvoyé. Moi aussi,
Alors que la nuit tombe sur Dakar, Moussa pense à toutes les personnes qu'il a aidées depuis son retour, à tous ceux dont il a adouci la peur, à tous ceux à qui il a redonné espoir. Et il comprend que c'était ça, sa mission. Pas de conduire un taxi, pas de gagner de l'argent, pas d'accumuler des biens. Sa mission était d'être un témoin, de dire au monde « Je suis allé de l'autre côté, et c'était beau. N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, quand on demande à Moussa ce qu'il a appris de son expérience, il répond toujours la même chose. J'ai appris que nous sommes tous connectés par quelque chose de plus grand que nous. J'ai appris que l'amour est la seule monnaie qui a de la valeur dans l'au-delà. J'ai appris que la mort n'est pas une fin, mais un retour à la maison. Et surtout, j'ai appris que chaque jour est un cadeau. Pas parce que demain pourrait nous jamais venir, même si c'est vrai, mais parce que chaque jour est une chance d'aimer, d'aider, de grandir, de devenir meilleur. La mort m'a appris à vivre. Quelques années plus tard, Moussa écrira un livre sur son expérience. Il deviendra un best-seller au Sénégal et sera traduit dans plusieurs langues. Des milliers de personnes lui écriront pour le remercier d'avoir changé leur vie. Mais pour Moussa, le plus important ne sera jamais la célébrité ou le succès. Ce sera le vieil homme à l'hôpital qui part sans peur. Ce sera la femme déprimée qui retrouve l'espoir. Ce sera l'enfant qui demande « C'est vrai qu'il n'y a rien à craindre ?» et à qui Moussa peut répondre avec une certitude absolue « Oui, mon enfant, c'est vrai. La mort n'est qu'un passage vers la lumière, et de l'autre côté, il n'y a que paix et amour. » Alors que le soleil disparaît complètement à l'horizon, Moussa rentre chez lui. Fatou chante une berceuse à Aminata. La maison sent le thieboudienne. Tout est simple, ordinaire, parfait. Et Moussa réalise que c'est ça, le vrai miracle. Pas d'avoir vu l'au-delà, pas d'avoir vécu cette expérience extraordinaire. Le vrai miracle, c'est d'être ici, maintenant, vivant, capable d'aimer et d'être aimé. Il s'assoit sur le canapé usé, celui que Fatou voulait toujours remplacer mais qu'ils ont finalement gardé, et ferme les yeux. Dans son esprit, il murmure une prière de gratitude pour cette seconde chance, pour ces 7 minutes qui ont changé sa vie, pour la sagesse qu'il peut maintenant partager. Et quelque part, dans un endroit au-delà du temps et de l'espace, il sent son grand-père sourire. « Tu as bien fait, Moussa, tu as compris. Et maintenant, tu aides les autres à comprendre. La mort n'est qu'un passage, et l'amour est éternel. Si vous lisez ces mots, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Et quand votre heure viendra, dans longtemps j'espère, vous découvrirez que la mort n'est pas ce que vous pensiez. Ce n'est pas une fin, c'est un retour à la maison. Alors ne passez plus votre vie à avoir peur, passez-la à aimer, à être gentil, à faire la différence dans la vie des autres. Parce que c'est ça qui compte vraiment. Pas l'argent, pas le statut, pas les possessions. Juste l'amour. L'amour que vous donnez est la seule chose que vous emporterez avec vous. Je sais de quoi je parle. Je suis allée de l'autre côté et je suis revenue pour vous dire « La mort n'est qu'un passage. N'ayez pas peur. » Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la vie et la mort, si elle vous a donné de l'espoir, likez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies bouleversantes et commentez « La mort n'est qu'un passage ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Vous pourriez changer une vie.